Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en ce 14 juillet, jour de la fête nationale. Aujourd'hui, je voulais traiter un sujet assez profond et qui fait pas mal de tour des médias depuis maintenant une bonne semaine, c'est celui de la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine par les Américains. Ce que je vous propose, c'est de prendre un tout petit peu de recul et qu'on remonte à janvier-février 2016. À cette période-là, le groupe aéronaval était déployé dans le golfe arabo-persique et un camarade à moi venait de faire une frappe du côté du nord de l'Irak et venait de tirer sur un engin de chantier. Vous voulez détruire les engins de chantier en zone de guerre parce qu'ils peuvent être utilisés comme VBIED, donc en engins blindés, qui ensuite peuvent être envoyés face à des checkpoints. Donc à partir de là, il faut les trouver, les localiser et les détruire. Et alors qu'il faisait sa frappe pour détruire cet engin blindé utilisé par l'État islamique, ils se sont rendus compte que certaines personnes sont décédées, mais qu'un des combattants de l'État islamique sortait en rampant et était blessé. Il était blessé et l'engin n'était pas tout à fait détruit et il y avait des drones sur place et il a eu pour consigne d'attendre que ce blessé meure avant de pouvoir faire une seconde frappe, une re-attaque comme on dit, sur l'engin de chantier. Alors pourquoi ? Tout simplement à cause de l'éthique des combattants français, des règles de Convention de Genève et de la morale avec laquelle nous mettons en œuvre de l'armement en France. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce qu'il aurait pu être beaucoup plus simple pour ce pilote de Rafale de tirer de suite, de résoudre l'objectif pour lequel il avait envoyé, d'accomplir la mission, de rentrer au bateau, d'économiser du pétrole. Bref, il y avait que des raisons tactiques pour mettre en œuvre l'armement plus tôt, mais on n'achève pas un combattant adverse blessé, même si ce combattant ne respecte pas de son côté la Convention de Genève, fait partie d'un groupe armé qui, quelques mois avant, a capturé un pilote de F-16 jordanien et l'a fait brûler dans une cage en mettant tout ça sur YouTube, tout simplement parce que, quelle que soit la personne contre qui on se bat, on ne doit pas faire bouger notre curseur de valeurs qui a été réfléchi, intellectualisé en amont. La situation sur le terrain ne doit pas faire évoluer la manière avec laquelle on répond par les armes. Et c'est le point de vue français. Et c'est forcément un biais qui va me toucher, m'influer sur mon traitement du sujet d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Juste avant de continuer, je voudrais vous préciser que dans nos textes, un subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur par la France. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui des bombes à sous-munitions, ensuite de pourquoi est-ce qu'elles ont mauvaise presse, derrière est-ce que ça va être la Wunderwaffen attendue par les Ukrainiens, ensuite pourquoi est-ce que les Américains vont livrer ces bombes, vous allez voir, il y a une raison très logique derrière. Ensuite, un petit détour par mensonges et des informations que vous avez peut-être entendues dans nos médias. Et une petite conclusion. Allez, jingle. Roger ball. Alors cette chaîne, comme vous le savez, elle a une vocation à être technique et non engagée d'un côté comme de l'autre. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'opinion, ça veut juste dire que mon état final recherché, c'est de vous donner les armes pour vous construire votre propre compréhension de la situation, des environnements, sans jamais chercher à influer sur votre avis. On est en démocratie et j'estime qu'il est nécessaire que le citoyen puisse se construire sa propre opinion. Donc je vais essayer de vous informer de la manière la plus précise possible, mais sans chercher à vous influencer. Alors, les bombes à sous-munitions. Qui a inventé ça ? Les Allemands et les Soviétiques en 1939. Les premières bombes à sous-munitions que l'on connaît vraiment, c'est les RRAB, la 1, la 2, la 3, ça faisait entre 1 tonne et 250 kilos, et c'était surnommé le panier à pain ou le panier à pique-nique de Molotov. Pourquoi ? Parce que Molotov, que vous connaissez sûrement par le cocktail Molotov, c'était le ministre des Affaires étrangères soviète à l'époque. Et lors de la guerre d'hiver, lors de la guerre en Finlande en 39-40, il affirmait dans la presse qu'il livrait des provisions pour les Finlandais affamés.
À partir de là, les Finlandais ont repris une technique inventée par les combattants de Franco en 1936, qui était la création du cocktail Molotov, et ils se battaient contre les chars avec ça. Bref, fin du hors-sujet. On retourne à nos BASM. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des conteneurs avec des projectiles de petite taille, de taille plus réduite à l'intérieur. C'est antipersonnel, anti-véhicule. Lorsque vous avez la munition qui approche du sol, à une certaine distance de la cible, elle vient s'ouvrir et une multitude de petits armements vont sortir. Petits armements qui se doivent, une fois qu'ils impactent le sol ou juste avant, normalement d'exploser. Statistiquement, vous avez environ 30% de ces sous-munitions, munitions envoyées par ce conteneur qui est la munition principale, eh bien, qui n'explose pas, mais ces chiffres, eh bien, sont variables en fonction du sol, du stockage, des conditions de tir, une multitude de choses. Vous pouvez avoir de l'armement conventionnel, chimique ou biologique qui a été déjà utilisé. Il y en a des centaines de millions qui ont été fabriqués, qui ont été également tirés, des sous-munitions. Le plus connu, c'est entre 65 et 1973 au Laos, où c'est là que 30% n'ont pas explosé. L'utilisation a également été documentée en Syrie, en Ukraine, par les deux camps. Et à l'heure actuelle, les Américains, ce qu'ils utilisent, c'est du DPICM, Dual Purpose Improved Conventional Munition. Donc c'est de la munition conventionnelle améliorée avec un usage double, anti-personnel et anti-véhicule. C'est donc un panachage au moment où la munition principale ou l'obus de, par exemple, de 155 va s'ouvrir, un panachage entre 24 M46 et 48 M42 qui sont des sous-munitions, soit contre le personnel, soit contre des véhicules qui vont se répandre et normalement sont censés exploser. Les Américains, dans la presse, avancent avec ces DPICM un taux de DUD, comme on dit, de non-explosion de 2,35%, d'après des statistiques et des 5 études conduites entre 1998 et 2020. Problème, ces déclarations ne sont pas à prouver. Pourquoi ? Parce qu'ils se cachent derrière le secret défense pour ne pas prouver ce chiffre de 2,35%, qui, on l'a vu dans la plupart des autres théâtres, est plutôt de 30%. Donc, je pense honnêtement qu'on est plutôt sur du 10 à 20% que du 2,35, mais ça n'engage que moi. Toujours se méfier des chiffres marketing, c'est comme la consommation de votre voiture. Vous voyez bien qu'entre ce que votre fabricant vous promet, surtout si c'est un fabricant allemand, et la réalité, il y a des fois des gros écarts. Bref. Toujours est-il, la convention d'Oslo, vous en avez probablement entendu parler, elle a eu lieu en 2008, elle a été active à partir de 2010, il y a plus de 120 pays qui l'ont signée, qui l'ont ratifiée. La plupart des pays européens, sauf la Grèce, l'Estonie, la Lettonie, la Roumanie et, très important, la Pologne, mais également les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Ukraine, Israël, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie et l'Érythrée. Vous voyez que des pays qui avaient des petits soucis ou qui risquaient d'en avoir. Et cette convention, qu'est-ce qu'elle vous impose de faire ? Elle vous impose de ne pas employer d'armes à sous-munitions, de ne pas en produire, de ne pas en transférer, de ne pas les stocker, vous devez les détruire. Et point très important qui explique de nombreuses déclarations entendues ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, ne pas assister, encourager ou inciter à l'utilisation des bombes à sous-munitions. Ça veut donc dire que tous les États signataires, les 120 États signataires de cette convention d'Oslo, se doivent, s'ils ne veulent pas être en infraction par rapport à cette convention, de ne pas encourager ou inciter à son utilisation. Qui ont été impactés par cette tragédie et qui tous les ans perdent des enfants ou du personnel ou des gens à cause de ces sous-munitions qui n'ont pas explosé, qui peuvent s'enfouir dans le sol, se cacher et ressortir plusieurs années après, être retrouvés même des dizaines d'années après et continuer à exploser sans qu'on le sache. Ensuite derrière, et ça c'est un gros point qui est reproché aux bombes à sous-munitions, c'est leur caractère peu discriminant. Quand vous tirez avec une arme à feu, vous visez quelqu'un, vous savez où va la munition. Quand vous tirez avec une bombe à sous-munitions, vous ratissez assez large, sur plusieurs centaines de mètres carrés, et à partir de là, si vous utilisez ça sur une ville, même contre une position adverse, vous allez ratisser autour et vous risquez de toucher les populations civiles. Donc c'est principalement parce que c'est l'opposé même du concept de frappe chirurgicale, ces bombes à sous-munitions, qu'elle a aussi mauvaise presse et qu'elle est perçue comme étant en violation de la Convention de Genève. L'autre raison, c'est son taux de DUD, donc de bombes non explosées. On en a parlé tout à l'heure. Petit détour historique, comme vous le savez, Verdun a reçu 60 millions d'obus.
Sur ces 60 millions d'obus, 15 millions n'ont pas explosé. Ce n'étaient pas des bombes à sous-munitions, c'était des obus normaux. De ces 15 millions de bombes, d'obus non explosés, il y aurait 90 tonnes de mercure. En France, on parlait, c'est moins connu maintenant, de zone rouge. 120 000 hectares où vous avez des cadavres ou des munitions où il ne fallait pas reconstruire et même qui étaient interdits au public. Donc nous avons des zones encore qui sont ces zones rouges en France. Il y a souvent de la forêt maintenant qui a repoussé par-dessus, mais pas partout. Ça existe, c'est une problématique, c'est non-explosion qui est présente même sans sous-munitions. C'est juste que la sous-munition, apportant énormément forcément de munitions supplémentaires sur le champ de bataille, avec des statistiques de non-explosion assez fortes, impose ce genre de problème. Mais le problème d'obus non explosés n'est pas seulement lié aux bombes à sous-munitions, que ce soit très clair. Attention à ça. L'autre point, on en parlait, c'est que c'est souvent perçu comme dévastateur. Et il y a eu énormément de mauvaise presse autour de l'utilisation des bombes à sous-munitions. Le 17 décembre 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez du 17 décembre 2009, dans le sud du Yémen, à Al-Majla, les Américains, sur ordre présidentiel, ont mis en œuvre un Tomahawk, un missile de croisière américain, un peu une sorte d'équivalent du Scalp si vous voulez, qui est venu impacter le sud Yémen et qui a fait 55 morts dans cette frappe qui utilisait de la sous-munition. Sur ces 55 morts, il y avait 14 combattants présumés d'Al-Qaïda. Il y avait 21 enfants et 14 femmes. Je vous donne les chiffres Amnesty International, vous pouvez regarder sur Internet, c'est très documenté. Ça a fait scandale, et ça a d'autant plus fait scandale que c'était le 17 décembre 2009, et que le 10 décembre 2009, Monsieur Obama, président des États-Unis d'Amérique, était à Oslo en train de récupérer le prix Nobel de la paix, a fait un discours de 36 minutes, et a dit qu'il acceptait ce prix comme un appel à l'action. Bref, je vous renvoie vers le discours si vous voulez, mais forcément, ça a eu un énorme impact, cette frappe, quelques jours seulement après la remise du prix Nobel de la paix au président américain. En France, on a été bon élève sur ces bombes à sous-munitions. La dernière utilisation, c'est en 1991. Ce n'est plus fabriqué depuis 2002 par l'industrie d'armement française. Nous avions des M26 et des 155 à grenades. Et maintenant, eh bien, tout ça a été retiré du service. Pour la petite histoire, les États-Unis, eux, ils se débarrassent de tout ce qui est armes chimiques, le fameux gaz sarin que l'on retrouve dans le film The Rock. Et depuis maintenant, eh bien, quelques semaines, ils sont en train de terminer toute la décontamination. Ils n'ont plus d'armes chimiques pour information. Alors, est-ce que cet armement va être un game changer, la Wunderwaffe, tant attendue et mise en avant par la presse pour les Ukrainiens? Eh bien, il faut savoir, c'est que c'est documenté. L'armée ukrainienne a utilisé des bombes à sous-munitions d'origine soviétique déjà plusieurs fois contre les Russes. Les Russes utilisent énormément ces bombes à sous-munitions, y compris contre les villes. Encore une fois, c'est pas parce que l'adversaire fait des infractions, eh bien, qu'il faut faire la même chose. Donc ça, c'est un point très important. Mais les deux pays, Ukraine comme Russie, ne sont pas signataires de la Convention d'Oslo. Ça, encore une fois, j'insiste. Maintenant, pourquoi est-ce que les États-Unis livrent en ce moment ces obus de 155 mm à sous-munitions? Eh bien, tout simplement, pour une raison légale, parce qu'ils ont le droit. États-Unis, Ukraine, Pologne, par où risque de transiter les obus, non signataires de la Convention d'Oslo, donc rien ne les empêche de le faire. En deux, comme vous allez le voir sur ce court extrait sur BFM TV, en mars 2022 déjà, moi j'attirais l'attention sur l'importance de se poser la question de l'économie, de la fabrication de guerre. C'est un impact sur le reste parce que ça veut dire que peut-être que les Russes ont envie de se projeter dans la durée. Et là, l'information qui nous manque à l'heure actuelle, c'est savoir s'ils sont passés sur une économie de guerre d'un point de vue militaire. Je n'ai pas l'information, je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils ont augmenté leur cadence de production d'armement? Est-ce qu'ils se préparent à pouvoir tenir dans le temps long de ce côté-là? Et ça, je pense que c'est un élément important pour mieux comprendre la situation. Et là, clairement, après 2 millions d'obus de 155 livrés par les États-Unis, avec un stock sur lequel on a déjà alerté bien avant la guerre sur cette chaîne en Occident qui est très faible, les États-Unis ont atteint le seuil où ils ne peuvent plus livrer d'obus de 155 classiques sans prendre des risques pour leur protection nationale. Et le reste des pays de l'OTAN n'ont tout simplement pas le stock pour aider les Ukrainiens. Ukrainiens qui, source New York Times, ont déjà
tirer 14 000 obus en l'espace de 48 heures, là où 14 000 obus, c'est la production mensuelle américaine. Production mensuelle américaine qui devrait être augmentée en 2025 progressivement jusqu'à atteindre 90 000 obus par mois. Mais quand vous tirez 14 000 obus en 48 heures, forcément, eh bien, en Occident, nous n'avons pas le stock pour permettre de suivre. Et là, pour continuer à aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive, pour leur permettre de continuer à tenir et avancer, si besoin, dans une offensive qui prend plus de temps qu'initialement anticipé, il faut de la munition. Et les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de livrer de la bombe à sous-munitions en toute légalité, comme leur texte leur autorise à le faire. Donc pourquoi est-ce qu'ils livrent? Tout simplement parce qu'il faut continuer à donner de la munition, qu'ils ont le droit de le faire et qu'ils ont rien d'autre, et que nous, Français, Allemands, Anglais, on n'a pas de 155 à fournir. Et ça fait des années que l'on alerte, en tant que militaire, sur le manque de profondeur de nos stocks. Alors maintenant, attention à quand même livrer pour les bonnes raisons. Cette livraison, on l'a vu, est légale. Maintenant, il ne faut pas désinformer ou faire dire des choses ou prêter des capacités à ces bombes à sous-munitions qu'elles n'ont pas. Donc c'est légal, oui. Est-ce qu'ils en ont besoin de 155 mm? Oui, on a vu énormément. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement 2,35% qui ne vont pas exploser au niveau de ces sous-munitions? Comme on l'a vu, je pense que c'est faux et les Américains refusent de montrer les études qui de toute façon ne sont pas faites dans des conditions réalistes, c'est le principe des études. Donc dire on peut livrer parce que ce sont des bombes à sous-munitions qui feront que 2,35%, c'est prendre les gens pour des... Vous avez compris. Donc oui, il y aura de la munition non explosée, exactement comme avec des obus classiques de 155. Ça, et j'insiste dessus. La DOD, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la bombe à sous-munitions. Dans ma patrouille, j'ai déjà tiré de la 250 kg en Irak qui n'a pas explosé. Ça arrive même avec de la bombe classique de la GBU-12, ça peut arriver. En deux, décider de livrer parce que les Russes font la même chose et utilisent la bombe à sous-munitions. C'est, on va dire, un argumentaire qu'on retrouve et qu'on a trouvé chez certains experts. Pour moi, ça me choque. Pourquoi ça me choque? Parce qu'en aucun cas, vous ne devez accepter de livrer un type d'armement parce que l'adversaire en face l'utilise. C'est pas du tout être aligné aux valeurs qui doivent être celles, j'ai envie de dire, du bon camp. Pourquoi? Quand je dis bon camp, c'est bien le camp de la personne qui décide de changer de matériel. Donc chaque camp est persuadé d'être dans le camp du bien. Mais vous ne pouvez pas continuer à vous auto-persuader d'être dans le camp du bien si vous vous adaptez à ce que fait l'adversaire en face en termes d'atrocité. Sinon, on n'a qu'à violer, on n'a qu'à déporter, voilà, parce qu'en face, ils le font. Ce n'est pas acceptable pour la mise en œuvre d'armement qui va ôter la vie de personne. Ce n'est absolument pas acceptable. Ce n'est pas une bonne raison. Donc moi, ça m'a profondément choqué. C'est pas parce que l'adversaire le fait que ça vous donne l'autorisation de le faire. C'est pour moi un argument extrêmement dangereux à la guerre. Ensuite, pour être plus efficace parce que ça va permettre de nettoyer les tranchées. Alors c'est pas un obus de 155 avec de la bombe à sous-munitions qui va d'un coup, comme par magie, nettoyer toute une tranchée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout vu la forme des tranchées. Néanmoins, ça va rendre le travail plus facile, effectivement, pour les Ukrainiens. Mais encore une fois, ça ne va pas être magique. On a bien vu que depuis 18 mois, on nous vend l'arrivée d'armements magiques sur champ de bataille. La guerre, c'est beaucoup plus compliqué que les simulations ou que les slides de marketing des équipementiers d'armement. Donc, ça va forcément aider. Mais ce ne sera pas magique. L'autre point très important, on a entendu dire que ces bombes à sous-munitions les permettent de déminer. Alors là, il faut arrêter quand même. C'est comme si, voilà, ça va pas permettre de déminer, ça va mettre plus de DOD que ça ne va mettre de déminage. Maintenant, si une sous-munition percute une mine, oui, elle va exploser. Mais commencer même à créer un biais et se dire, en fait, l'utilisation de bombes à sous-munitions, c'est bien parce que ça démine, c'est largement désinformé et je trouve ça absolument scandaleux. Ce qui m'amène vers les bonnes raisons. Les bonnes raisons pour lesquelles on voudrait pouvoir livrer cet armement, c'est 1. L'état final recherché des Alliés et de l'Ukraine, la récupération du territoire, donc permettre la contre-offensive. Si vous n'avez plus d'obus de 155 classique, il faut de l'obus à sous-munitions. Là, ça paraît cohérent. Et j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de continuer l'argumentaire. Ça suffit en soi. Et c'est légal. Ensuite, derrière, essayer de trouver d'autres argumentaires. Il n'y a pas besoin. C'est légal. Il y en a besoin. On n'a rien d'autre à offrir. Fin du débat qui, à la base, nous-mêmes n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce que la politique de ces dernières années en Occident nous a amené vers une réduction de nos munitions.
On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, et là, on voit clairement à quoi ça nous amène. Donc, les condamnations de la plupart des pays européens sont naturelles au vu de la Convention d'Oslo sur laquelle, ils ont signé. Est-ce que ça risque de remettre en cause le soutien de ces pays-là à l'Ukraine par rapport à ça? Il y a très très peu de chance. On vient de voir d'ailleurs que le président Macron annonce qu'il livre du scalp. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque un faux débat, cette histoire d'armes à sous-munitions. Mais je veux vraiment insister en ce 14 juillet sur la notion de morale. Donc la morale, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Ça, c'est d'après le Larousse. Et ce sur quoi je veux insister, et ce que je trouve a été mis en avant dans le débat autour des bombes à sous-munitions, c'est qu'on a vu que pour certaines personnes, cette morale était flexible en fonction de la situation sur le champ de bataille. Et c'est là où, en tant que militaire ou en tant que citoyen, il faut être inflexible. Notre morale ne doit pas être dictée par la situation tactique, même au combat. C'est pour ça que je vous parlais de cette attente que le combattant blessé triste mais meurt de ses blessures avant de pouvoir frapper l'objectif. C'est la morale, c'est une éthique, une conduite que l'on se fixe en tant que militaire ou français qui nous permet de vivre avec les conséquences de nos actes en se disant que l'on est du côté du bien. Et ce n'est pas parce que l'adversaire ne respecte pas la Convention de Genève, ce n'est pas parce que l'adversaire commet des atrocités que cela doit nous permettre ou nous encourager à dévier de notre éthique et de notre morale. Mais en aucun cas, en tant que combattant ou même en tant que politique dans une démocratie, vous devez accepter de faire évoluer vos valeurs parce qu'en face, ils ne respectent pas les mêmes. Donc je finirai en vous citant ce qui est dit à chaque remise de commandement, à chaque nouvelle prise de commandement. Il y a un discours qui est fait généralement par l'autorité qui présente le nouveau commandant de l'unité. Et la phrase est la suivante. Officiers, sous-officiers, hommes du rang, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme chef la personne qui prend commandant et vous lui obéirez en tout ce qu'il commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Et tous les militaires doivent y être, et y sont, parfaitement alignés dans l'armée française. Et ces règlements militaires, les lois et le succès des armes de la France, tout ça, eh bien, ça repose sur certaines valeurs, sur une certaine conception du combat, de la vie, qui, je sais que je suis lourd aujourd'hui, j'insiste dessus, mais ça m'a pas mal choqué depuis une semaine, ne doivent pas être à géométrie variable, c'est pas les ailes du F-14, ça doit rester fixe, quel que soit l'orage qu'on traverse, et jamais, au grand jamais, cela ne doit subir la moindre variation, parce que l'adversaire ne respecte pas les mêmes. Allez, fly safe, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre, vous l'aurez compris, de mon côté, si je devais donner mes 2 cents, c'est légal, c'est aligné à leurs valeurs, ce sont leurs valeurs, pas les nôtres, c'est sur leur territoire, ils peuvent faire des zones rouges s'ils veulent, ils sont prêts à vivre avec les conséquences de leur prise de décision. Qui sommes-nous pour remettre cela en cause? Vous allez me dire des signataires de la Convention d'Oslo, et donc c'est notre rôle, et vous aurez compris tout ce qui se passe depuis une semaine. Allez, fly safe.